Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, second temps et clôture de ce cheminement qui nous a conduit d'MVRDV, de ses stratégies, maniant le paradoxe et l'utopie à des fins de conviction démocratique pour atterrir sur la figure du maître chez qui ils se sont formés et rencontrés, Rem Koolhaas et Loma. Alors, Rem Koolhaas en ce moment est commissaire d'une grande exposition qui se tient au Guggenheim à New York, en plein milieu de Manhattan, et il a affaire à des vents inhabituellement contraires. Il y a eu par exemple récemment un article où il se trouvait égratigné dans un journal allemand, la Neue Zürcher Zeitung, du 14 mars 2020, où Sabine von Fischer titrait son article Rem Koolhaas surprend toujours, deux points, d'abord hédoniste, puis conquérant, maintenant survivant. Et quelques jours plus tard, sur le site très fréquenté d'Ezine, Inga Safron, une jeune journaliste, mais prix Pulitzer tout de même, qui n'hésitait pas à renvoyer le brave Rement, puisque c'est son prénom en néerlandais, à l'argument de la propagation éclair du Covid-19 en disant que cette exposition sur la campagne n'avait pas grand sens puisque la propagation et le surgissement et la propagation du virus étaient liés à la perturbation d'habitats autrefois vierges. Et cette perturbation fait de plus en plus sauter les génomes viraux des animaux aux humains. Et le pire de Countryside, poursuivait-elle, est que l'exposition cherche à minorer les villes et la densité comme un outil. Alors on pourrait s'interroger où est donc passée cette fameuse métropole, chantée depuis ses débuts par l'architecte hollandais depuis des décennies. Et le catalogue paru chez Taschen à l'occasion de cette exposition se trouve au diapason, puisque sur la couverture argentée, on y voit trois paysannes russes du début du XXe siècle, quand l'auteur aura, lui, commencé en 1978 sa carrière d'écrivain et de théoricien, avec en couverture de Delirious New York deux gratte-ciel allongés dans un gratte-ciel surréaliste, comme illustration de couverture. Donc, où est donc passé Rem Koolhaas? On pourrait dire que c'est l'homme du contre-pied, c'est l'homme du paradoxe perpétuel, c'est l'homme qui ne craint pas le démenti de ses propres hypothèses, et qui lui-même dément et a démenti régulièrement ses propres hypothèses. Alors, le point de vue que j'aimerais adopter pour cette dernière séance, c'est de considérer Rem Koolhaas comme un idéal type. Un idéal type au sens weberien, Max Weber. C'est-à-dire que c'est une figure qui reconstruit à travers différents parcours de son itinéraire les possibles d'une époque et qui les hystérise d'une certaine manière, jusqu'à en faire une sorte d'incarnation des rôles endossables à différents moments successifs, qui disent aussi, chacun de ces rôles endossables, des états du champ architectural et des préoccupations qui l'animent. En cela, il est comparable à Le Corbusier. Et c'est une sorte de Père Joseph de l'architecture contemporaine, d'une certaine manière. On pourrait considérer en effet sa trajectoire comme indiciaire, c'est-à-dire qu'elle donne des indices à chaque fois sur les possibles de son époque. On pourrait, dans ce sens-là, le considérer comme un homme-champ ou un homme-époque, c'est-à-dire qu'il se trouve à chaque fois à la jonction de différentes générations, à la fois comme un passeur et comme un pionnier. Un peu comme Apollinaire avait pu l'être à son époque, par exemple, en annonçant le surréalisme. Euh, il est une sorte de chercheur, avant-gardiste, pionnier, et donc toujours victime de contradictions et de paradoxes, qui n'hésite pas à franchir chaque étape. Il s'est d'abord intéressé à la sociologie, à la psychanalyse, à la littérature, au surréalisme, à Dali, l'hypothèse paranoïaque critique. Puis il s'est intéressé à la philosophie, au moment où Jacques Derrida exerçait une influence certaine sur le monde de l'architecture à travers la déconstruction. Puis, dans les années 1990, il s'est piqué d'économie et SMLXL en est le manifeste fondateur. Alors, comment caractériser le personnage? Il exerce une sorte de fascination, en tout cas pour ma part, une fascination coupable, comme beaucoup en fait. Il est malin, très malin, aussi malin qu'un Le Corbusier,
Et en même temps, il maîtrise sans doute mieux que son grand-père le penchant doctrinaire qui guette tout architecte brillant. Ce n'est pas un moderne, c'est un postmoderne, ça c'est entendu. À Londres, pendant ses années d'étudiant à l'A School, au début des années 1970, son copain c'était Charles Jenks, le critique d'architecture. Et puis aussi Adolfo Natalini, dont on a parlé la dernière fois en évoquant Superstudio. Adolfo Natalini étant le fondateur de ce groupe italien. Et il correspondait avec lui. En fait, il est un peu à la manière de cette hypothèse postmoderne très élastique. Hein. Nous avions vu ça lors de notre première séance. Cette étiquette est plastique et élastique, et en même temps inclusive. Et Rem Koolhaas en est une incarnation, je trouve, très fidèle. Il y a, dès le départ, dans sa trajectoire, le piège de la normalisation et l'asphyxie dans la radicalité. Et il a su toujours échapper à l'une et à l'autre. Bon, demandons-nous par quels états successifs, donc, Rem Koolhaas a bien pu passer. Qui est ce Rem Koolhaas? Est-ce que c'est l'amoureux des régimes autoritaires? Est-ce que c'est l'architecte qui construit à Singapour, au Qatar, au Kazakhstan pour les pouvoirs forts? Ou est-ce que Rem Koolhaas c'est ce post-situationniste un peu punk qu'il était à ses débuts en rejetant le système dans son ensemble? Et en même temps, c'est quelqu'un qui souvent a fait le lien entre différentes générations de concepteurs. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est très vite trouvé starisé, au même titre que d'autres architectes, ou plus ou moins pris au piège de la célébrité, en fait, où la vie privée vous échappe et où vous êtes plus reconnu par beaucoup de gens que vous ne connaîtrez jamais, que vous n'êtes unanimement reconnu par vos pairs, par vos collègues. Et il y a ce petit tableau rédigé à ses heures perdues par un architecte, Xavier Brenne, où il s'amuse à comparer les trajectoires respectives aux mêmes dates de deux figures de champs culturels, Malcolm McLaren d'un côté, le manager des Sex Pistols, et de l'autre côté Rem Koolhaas, qui pourrait être le manager d'une génération d'architectes. Et il est vrai que les choses semblent plus ou moins coïncider. Et en même temps, Rem Koolhaas a toujours eu, je dirais, ce recul et cette faculté d'auto-analyse de sa propre position et de la position des architectes. Par exemple, dans cette série de conférences dont je vous conseille la lecture, qui a été reprise chez Parenthèse en 2016, il écrit: Les architectes peuvent avoir un rôle très important à jouer, mais je pense qu'ils sont incapables de lire les mutations qui se déroulent devant eux et de réinterpréter certains phénomènes, selon des versions, incarnations, manifestations nouvelles de phénomènes qu'ils savaient auparavant traiter en termes architecturaux. Dans une approche incroyablement moraliste, nous refusons les signes qui montrent que le domaine public se réinvente dans d'autres termes plus populistes ou commerciaux. Une profession qui est par essence géniarde ne sera jamais capable d'apporter une contribution constructive. Donc on voit tout de suite le caractère un peu, je dirais, de dialecticien décomplexé de Koolhaas. C'est-à-dire qu'il sait jouer des contradictions sans aucune censure morale. C'est quelque chose qui pourrait très bien le résumer. C'est ce que j'avais essayé de résumer dans le petit portrait que j'avais publié en 2014 aux éditions B2, dont est tiré en grande partie ce cours. Et puis, c'est ce qu'on pourrait résumer d'une certaine manière dans le travail des situationnistes. Ici, c'est une planche de Constant de sa New Babylon. Des situationnistes, donc Guy Debord disait au milieu des années 60 qu'ils avaient encore une avance sur l'ancien monde et qu'ils se posaient en pionniers et en éclaireurs sur le sentier des contradictions et qu'il s'agissait de conserver cette avance, mais qu'un jour, indéniablement, le vieux monde rattraperait l'avance qu'ils avaient sur lui. C'est un peu, d'une certaine manière, la course de vitesse avec le système que Koolhaas a entreprise depuis ses débuts. Alors,
Il le résumait d'une certaine manière dans cette conférence à l'UNESCO, il y a de cela quelques années, très brillante d'ailleurs, où il revenait sur la naissance des villes nouvelles parisiennes, en constatant qu'elles n'étaient toujours pas devenues des villes plus de 40 ans après leur naissance, ce qui effectivement pose question. Parce que chez Koulas, il y a cette idée de l'accélération perpétuelle. Toujours cette idée du temps qui s'écoule et avec lequel il faut jouer. En cela, on peut se demander quel est le rapport de Rem Koolhaas avec la modernité. Et très vite, le phénomène métropolitain, par exemple, s'est imposé à lui. Et l'intérêt de Koolhaas, c'est qu'il a toujours voulu parler de conditions métropolitaines plutôt que de contexte urbain ou métropolitain. C'est-à-dire que pour lui, ce qui compte, c'est non pas le lieu, mais vers où on va et à quelle vitesse. C'est tout à fait ce qu'il a posé lorsqu'il a été aux commandes du grand projet Euralil, à partir durant toute la décennie 1990. Il se demandait en fait en quoi Euralil était intéressant, non pas dans le rapport que le nouveau quartier pouvait entretenir avec la Grand Place, par exemple, mais dans quelle mesure on pouvait, en habitant à Euralil, travailler à Paris durant la journée et voir un concert à Londres le soir. L'accélération. L'accélération caractérise assez bien la position et toute la carrière finalement de Rem Koolhaas et qui recoupe des critiques qui ont pu être portées non seulement par Paul Virilio il y a de cela une trentaine d'années, mais plus récemment par Hartmut Rosa, sociologue allemand, membre de l'école de Francfort, qui pose très bien l'incidence de ce facteur sur nos vies. Et on le mesure d'autant mieux en ces temps de confinement contemporain. Et si on regarde SMLXL commence par le nombre de miles en avion que chaque membre de l'agence s'est cogné. Et en l'occurrence, évidemment, c'est le patron qui s'en cogne le plus. Donc la condition métropolitaine, l'accélération, des ambiances, des atmosphères. Et en ça, on retrouve la problématique des situationnistes, qu'on avait vu aussi, rappelez-vous, dans la séance précédente, repris, détourné par MVRDV pour le collage de la ville nue. Des ambiances, des atmosphères, comment passer le plus vite possible entre des plaques d'ambiance unifiées. Finalement, ça aura été une des grandes questions de Rem Koolhaas. Et puis, une autre des grandes questions de Rem Koolhaas, c'est celle de la bigness. Bigness, c'est évidemment un fameux texte de Rem Koolhaas repris chez Payot, dont je vous conseille la lecture, traduit et repris aux éditions Payot récemment. Bigness et Junk Space, les deux textes n'allant pas l'un sans l'autre. Bigness, c'est quoi? Pour aller vite, c'est prévoir large et si possible choquant, lorsque l'espace public lui-même se délite. En quelque sorte, trouver une sorte de point de condensation par rapport au délitement de l'espace public. Choquant parce que il s'agit de trouver des phénomènes d'identification urbaine plutôt qu'un continuum. Rem Koolhaas n'est pas dans le travail méticuleux sur la couture, sur la suture urbaine. Il est dans le geste qui va redistribuer l'espace autour de lui. Tout cela étant lié à ses analyses, aux analyses qu'il a pu tirer donc de la bigness et d'une ville consommée par séquence, d'une certaine manière. Avec une sorte de nouveau point de vue posé sur le monument. Alors, il a été très mal compris en France, notamment lorsqu'il a parlé du fuck context. Fuck context n'est pas pris isolé dans sa pensée. Fuck context est une sorte de codicile de bigness. Et d'ailleurs, c'est dans la même phrase, les deux sont liés. C'est bigness, fuck context. La grosse taille emmerde le contexte urbain. Oui. Et comment s'en saisir et comment travailler à partir de là? D'où l'idée que la planification territoriale a vécu, et d'où l'idée que des pouvoirs autoritaires dans ce cadre-là peuvent s'avérer fort séduisants. Ils l'ont toujours été pour l'architecte, mais pour Rem Koolhaas peut-être encore plus. Il y a une sorte de cohérence, si vous voulez, dans
dans l'agencement de sa pensée. Et à partir de là, prévoir des pôles et des axes, plutôt qu'une continuité spatiale. Et une grille neutre, une grille simple, pour circuler et éventuellement pour accélérer et répondre finalement à ce texte qui porte le titre de Bigness or The Problem of the Large. Voilà. Comment faire large, comment jouer avec ces contradictions. Et on voit qu'aujourd'hui, ces contradictions arrivent un peu à leur terme, malheureusement, au fil des jours qui s'écoulent. Et la ville, dernier point de définition de la bigness, la ville, dès lors, peut se définir en fonction du temps et en fonction des unités de temps qui permettent de la parcourir et de la sillonner. Alors après, la place de l'architecte. La place de l'architecte, quelle est-elle? Rem Koolhaas a souvent a souvent tourné en dérision la prétention de l'architecture et des architectes à changer le monde. Et en même temps, c'est un homme de contradiction, hein, encore une fois, je le dirai plusieurs fois, mais il a toujours agi par contradiction. Et en même temps, il s'est souvent engagé d'une certaine manière. C'est un des rares, c'est pas si fréquent. Il s'est souvent engagé dans des causes politiques, notamment auprès de l'Union européenne, dont il a toujours été un fervent supporter. Il a par exemple travaillé sur ce projet d'identité graphique de drapeau européen pour l'Union européenne à l'orée des années 2000, alors qu'un espoir, je dirais, européen était encore possible. Là, ce sont des extraits de l'ouvrage intitulé Content, paru chez Taschen. Et vous voyez que nous sommes dans l'espace du benchmarking, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une lutte entre les territoires, la question de l'attractivité, et Koolhaas s'en saisit à travers ses projets. Et il avait fondé beaucoup d'espoir sur l'Europe de l'après-traité de Maastricht. Par exemple, dans cette conférence, toujours la même, reprise chez Parenthèse et qui remonte à 1991, donnée aux États-Unis, ce qui est passionnant de l'Europe d'aujourd'hui est le mythe de cette Europe 92. Une énorme quantité de spéculation, d'ordre plus politique que commercial. On a imaginé d'importants nouveaux programmes. Pour une fois, l'architecte n'est pas dans la position humiliante dans laquelle il se trouvait il y a quelques années. Celle de l'amoureux qui doit défendre ses charmes auprès de quelqu'un qui ne s'y intéresse pas. La situation est fondamentalement différente, dans le sens où il y a une série de projets en cours auxquels seuls les architectes peuvent apporter quelque chose. Et son projet de drapeau, une petite décennie plus tard, est tout à fait à prendre dans cette mesure-là. Tout comme il y a sans cesse donc chez lui cette obsession du chiffre, de la comparaison, de la compétition. Par exemple, il comptabilise ses projets en équivalent de terrain de foot dans certains de ses ouvrages. Il y a un benchmarking omniprésent dans ses ouvrages théoriques. Mais après tout, les SIAM, les congrès internationaux d'architecture moderne, étaient bâtis sur des hypothèses quantophréniques de quantification du réel. Et MVRDV, dont nous avons parlé juste avant, ont eux aussi entièrement basé leur projet sur cette forme de quantification. Et je ne citerai son nom qu'à titre d'élément historique, mais Albert Speer, par exemple, dans son travail pour Hitler, a fait reposer la majeure partie de ses réflexions sur une culture du chiffre. Donc, nous sommes bien toujours dans des problématiques qui s'adressent à l'architecte, mais revues, je dirais corrigées, à travers ces nouvelles problématiques qui tournent autour de la bigness, autour de finalement l'accélération de ces tendances déjà à l'œuvre. Et Rem Koolhaas a très tôt pris conscience de ce rapport entre le lieu et la fluidité, l'enclave et la mobilité. Dans son travail sur l'archipel vert, tel qu'il l'a appelé Berlin dans les années 70 avec Oswald Ungers, on était en 1977, il était déjà dans cette problématique d'une juxtaposition d'enclaves. Et il se moquait de ses aînés hollandais, notamment de Hermann Hertzberger, qui, avec une sorte de structuralisme naïf, voulait transcrire les enseignements des sciences sociales qualitatives et non quantitatives
Les observations, par exemple, de Claude Lévi-Strauss et de l'anthropologie structurale aux rapports spatiaux et, à travers l'espace, former des sortes de trames où pourrait se trouver maintenue la continuité socio-spatiale des relations humaines. Et il se moquait de leur naïveté en disant que on avait changé, on était en train de changer de dimension et qu'il fallait rester dans la course, finalement, tout en gardant toujours un pied d'avance par rapport à cette course au progrès. Et la bigness, c'est en effet une sorte de procès sans sujet, sauf la finance qui en serait aux commandes, avec lequel ce procès sans sujet, l'architecte a la prétention de pouvoir jouer, de pouvoir contrecarrer, de pouvoir, bref, faire de l'architecture. Comment on pilote à distance les territoires d'un côté et puis comment on essaye malgré tout d'y construire des édifices. Alors son projet, le projet qu'il avait rendu pour la rue de la Loi et le quartier européen est à ce titre hautement significatif en 2009, hein, très symbolique. Doubler la densité, c'était sa proposition autour d'une artère déjà congestionnée par ailleurs. Et puis réintégrer des grands symboles, comme le portique, symbole démocratique pour structurer l'arche et l'axe. Donner une identité européenne à un quartier qui, au fond, n'en a jamais vraiment eu. On trouve assez bien résumé là je dirais cette position de Rem Koolhaas toujours un peu tendue aux extrêmes. On la retrouve aussi dans son ambassade des Pays-Bas à Berlin, où il a cette phrase: Les Pays-Bas ne sont rien d'autre que le squelette calciné d'une culture qui fut ambitieuse, critique et vouée à une forme de modernisme. Et il dira au moment de la livraison de son projet qu'il n'y a qu'une seule chose de hollandaise dans cette ambassade, c'est l'ambassadeur lui-même. Et on voit se dessiner cette architecture d'empilement, de pans inclinés, de congestion, de condensation. Et puis lorsqu'il passe aux opérations urbaines, il reste dans la même posture finalement. Par exemple, toujours cette conférence, je pense qu'être optimiste est une position fondamentale, dans le sens où il s'agit d'une position quasi implicite pour un architecte. Mais puisque chaque architecte agit sur le monde, je crois qu'il se retrouverait vite dans une situation obscène si sa motivation n'était pas d'une certaine façon d'être persuadé d'avoir un effet bénéfique. Et il y a on est à Melun-Sénart, concours pour la ville nouvelle en 1987, où il dit ce serait un crève-cœur, sinon une obscénité, que d'avoir à imaginer ici une ville. Et pourtant, bien sûr, comme tous les architectes, il l'a fait, puisque aucun architecte, à ma connaissance, n'a jamais refusé une commande. Il y a quelque chose, encore une fois, de dialecticien décomplexé chez Rem Koolhaas. Vers un urbanisme décomplexé, dit-il dans SMLXL, qui ne reposera plus sur les fantasmes jumeaux d'ordre et d'omnipotence, il sera une mise en scène de l'incertitude, il s'occupera plus d'agencer des objets plus ou moins permanents, mais d'irriguer des territoires par du potentiel, tout en se rattachant, la citation qui suit, à la grande histoire lui aussi de l'utopie. Mais pour la contrecarrer, il tente consciemment d'opérer selon les conditions du moment, sans la souffrance, le désagrément ou toute autre forme de narcissisme que nous pouvons rencontrer. Et voilà le projet qu'il avait pu proposer, donc des pôles, des axes, et des moments dans un ensemble de circulation, une trame et des idéogrammes. Ce n'est pas le projet qui fut choisi. Et au fond, son exposition récente sur la campagne est une sorte de rentabilisation, d'efficacité ultime de ce processus de réflexion. Après avoir chanté la métropole sur tous les tons pendant un demi-siècle, s'apercevoir à 75 ans que la campagne a une importance décisive sur nos vies, et y revenir comme une sorte de boucle bouclée, mais toujours en prenant ces éléments séparés les uns des autres. Voilà le projet pour Melun-Sénart en maquette, et c'est toujours cette tension qui anime les projets de Rem Koolhaas entre le plan et le non-plan, d'une certaine manière. Des vides contrôlés, qui sont les garants de la vie publique, tandis que les pleins sont livrés au marché et aux promoteurs. Et même dans son architecture, depuis ses débuts, on retrouve ces grandes figures juxtaposées, selon une trame intellectuelle qui reste toujours la même. Des pôles d'intensité,
et des axes pour les relier. Donc ici, c'était le concours pour l'extension du Parlement de La Haye. Et Zaha Hadid, qui à l'époque était proche de lui, qui avait dessiné le hall et ses connexions. Avec toujours une grande attention chez Rem Koolhaas, ce qui est marquant pour le programme. Le site n'est pas appréhendé pour ses qualités morphologiques et spatiales, mais surtout comme des manipulations programmatiques. Des très belles images, évidemment, qui font que Rem Koolhaas est très vite rentré dans le circuit des revues internationales et a vu son travail très vite reconnu. Et puis, il y a eu ce projet tout à fait fondateur au début des années 80, Perdu, pour le parc de la Villette. Perdu, mais finalement, c'est son camarade de l'A School, Architectural Association School, du début des années 70 à Londres, qui a gagné, Bernard Tchoumi. Mais ces deux projets étaient étonnamment jumeaux et avaient des airs de famille, vous allez le voir, très prononcés. Donc, il déplie sur le territoire du parc des bandes programmatiques issues de son analyse préalable du gratte-ciel new-yorkais. Dans un gratte-ciel, on empile en hauteur. Sur un parc, on va étaler les mêmes bandes, les mêmes étages sur la surface plane. Et se retrouver dans un ensemble structuré par donc des bandes programmatiques. Et Bernard Tchoumi, ici c'est le projet de Tchoumi finalement, ne fait rien d'autre que procéder à la même opération. Voilà, photo de Koolhaas. L'imagination programmatique, ce n'est pas le site qui dessine le projet, mais le programme qui redessine le site. Voilà, en revanche, un projet qui a perdu, qui était un projet de composition traditionnelle avec des axes, avec des figures organisées. Tandis que le projet de Tchoumi, comme le projet de Koolhaas, c'était une sorte de mise en ordre programmatique du territoire, du site, avec des points d'intensité et des axes programmatiques. Voilà le projet de Tchoumi que vous connaissez et qui lui a été réalisé. Et ces folies qui figuraient donc les points d'intensité. On retrouve un peu des idées du système des objets de Jean Baudrillard en passant. Un ouvrage de 1968 où Baudrillard décrit le système des objets sous le versant de la fécalité, en disant que les objets, c'est comme dans les intestins. Il faut que tout communique et soit fluide, et que tous les objets doivent communiquer entre eux. C'est quelque chose, tout est clair, une sorte de conductibilité des flux, des passages autour de points d'intensité et d'axes. Ce qui nous ramène aussi à la perspective des tuyaux saint-simoniens. Plutôt qu'une autre réalité, Rem Koolhaas, son but, c'est d'aller au bout de la réalité pour en magnifier ses apparences. Un peu comme Bernard Tchoumi en l'occurrence. Et plusieurs de ses projets vont reproduire cette logique, je dirais, fonctionnalo-circulatoire autour de moments, de points d'intensité. Le pont, son projet de pont pour Bordeaux avec Clément Blanchet, le pont Chaban-Delmas, qui n'est malheureusement toujours pas réalisé, en étant une des plus belles effigies contemporaines, avec cette idée d'élargir le pont pour qu'il soit non pas simplement un axe de circulation, mais aussi le support d'événements, en exacerbant ces événements sur la planche, mais là, c'est le talent de l'architecte qui parle. En tout cas, l'idée, elle reste celle-ci. Et son projet pour les Halles était situé dans la même logique. L'idée qu'il ne s'agissait pas forcément de faire passer les consommateurs usagers du RER par un maelstrom de galeries commerciales, mais de les faire émerger le plus vite possible vers la surface, tout en matérialisant ces émergences de points d'intensité qu'il colorait avec du vert coloré sur sa maquette, désormais célèbre pour la consultation de 2004-2005 sur les Halles, et qui matérialisait finalement ce passage du souterrain à la lumière.
Pour la Bibliothèque de France, concours perdu à nouveau, il était dans la même logique programmatique, où les espaces majeurs étaient suspendus, les espaces majeurs requis par le programme étaient suspendus dans le volume d'un grand cube et entraient en tension, en conflit fécond avec la structure porteuse. Un peu comme les folies de Bernard Tchoumi sur le plan du parc de la Villette. Et puis, Rem Koolhaas, peu à peu, va multiplier les projets et va lui-même un peu académiser finalement sa manière de faire. On retrouve toute une famille de projets à partir des années 2000, au moment où il reçoit le prix Pritzker au tout début des années 2000, qui vont être des sortes de mise en pratique de cette tactique de projet. Ici, c'est la bibliothèque de Seattle. Voilà, des points d'intensité, des grands espaces libres, une sorte de mise en scène. On retrouve les traces de ce projet pour la Bibliothèque de France. Voilà les familles de projets des années 2000, la Casa de Musica, ce projet à Porto, ce projet pour Axel Springer à Berlin. Alors, voilà, on est finalement au paroxysme de cette stratégie de la bigness. La bigness choisit, dit-il, la générosité de l'urbanisme contre l'avarice de l'architecture. Le problème, c'est comment maîtriser et comment construire cette générosité de la bigness en actes. Alors, et comment régler l'arrière, notamment, de ce bâtiment. Énorme. Qui redéfinit en effet les règles du jeu autour de lui, mais je dirais pour le meilleur et pour le pire. La bigness est le dernier bastion de l'architecture, puisqu'il faut prendre le système pour ce qu'il est et entamer une course de vitesse avec lui. Une contraction, une hyper-architecture. Tout ça trouve ses origines aussi, non seulement dans le projet pour la Bibliothèque de France, mais aussi quelques années plus tard pour la Bibliothèque de Jussieu, qui va être une sorte de premier achèvement de cette position formelle avec ses grands pans inclinés, ses espaces ouverts, libres, et cette manière de définir l'espace par le programme. Et puis, à l'orée des années 2010, on arrive au méga bâtiment, donc la tour de la CCTV à Shanghai, à Pékin, pardon, les tours des Rotterdam à Rotterdam, la bourse de Shenzhen, où on arrive au bout finalement d'une certaine manière de ce processus de défi lancé aux logiques de la bigness. Et parfois, il suffit de peu. L'empilement est juste un décalage pour donner vie au projet. Et puis, toujours cette réflexion sur l'ascenseur qu'il poursuit, qu'il prolonge depuis New York Délire, qu'il avait mis en place avec un concours pour la réhabilitation d'une tour au Venezuela avec Siemens, où son seul projet, c'était de poser un ascenseur qui marche sur la façade et d'en faire un manifeste. Toujours cette logique de l'empilement qu'on trouve dans ces immeubles d'habitation du début des années 2010 à Singapour. L'empilement qui nous renvoie à ses disciples, de Stack, MVRDV que nous avions évoqué. Et puis ces figures simples qu'on retrouve ici à Caen, autour de la bibliothèque, orientées suivant les points cardinaux. Alors, juste un petit éclairage en passant sur une exposition que lui avait consacrée il y a quelques années de cela, 6 ans, le Barbican Center. Un petit voyage à Londres, le Barbican lui-même étant une sorte de méga structure posée dans le centre de Londres, dans le centre historique de Londres. Et cette méga structure brutaliste avait proposé un large éclairage monographique à Rem Koolhaas et à son agence, à l'époque où il allait livrer
ses plus gros projets, notamment le siège donc, de la télévision chinoise. Alors, on y retrouve toutes les caractéristiques, c'est-à-dire les flux, la course de vitesse, le temps, la massification, ses travaux antérieurs. Et puis l'idée que toujours ce travail est en cours, est en train de progresser. Il y avait des tireuses de plans dans l'exposition. Et puis des feuilles issues de ces tireuses qu'on pouvait comme détacher, sans aucune sacralisation finalement du travail de l'architecte. Et avec cette facilité qu'il faut reconnaître à Rem Koolhaas de passer par différents registres. Et de toujours privilégier l'enquête d'une certaine manière. Mais nous en avons parlé avec MVRDV. L'idée d'un travail en train de se faire et de l'exposition d'un processus créatif. Et puis, dans le même temps, il matérialisait son travail sur le campus de Cornell, où là, on voyait cette architecture d'empilement, finalement, d'emboutissement, où le nouveau se trouvait en collision par rapport aux néo-victoriens des campus de la côte est nord-américaine. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de la provocation, toujours, hein, chez Rem Koolhaas, le Milstein Hall. Cornell, où il fit ses études, une partie de ses études, en tant que tout jeune architecte, collectant des cartes postales de la côte nord-est américaine et s'intéressant surtout à l'esthétique des bords de route. Le Kunsthal à Rotterdam, qui a été sans doute le bâtiment qu'il a le plus fait reconnaître à la fin des années 80, était lui-même dans cette logique de superposition, d'empilement, d'emboutissement, de jeu sur des plans différents, de collage, de collision, et de jeu sur les matériaux aussi au Kunsthal, mais on y reviendra. Là, retour à Cornell, dans l'ambiance du campus. Et puis ces tics de langage, ces petits amphis disséminés comme des points d'intensité sur des surfaces au contraire très ouvertes, très libres. L'opération de Saclay qu'il vient de libérer se situe exactement dans cette même famille également. Retour à l'exposition du Barbicane où on entrait un peu dans la tête de l'architecte. Et c'était ce qui faisait tout l'intérêt de cette mise en scène, avec toujours cette idée de la course, où finalement, d'une certaine manière, Rem Koolhaas cherche à gérer son avance. Et puis au même moment se tenait une exposition à l'autre bout de la ville, au Victoria and Albert Museum, beaucoup plus académique, dans le quartier chic, beaucoup plus classique, qui était dévolu au postmodernisme, dont Rem Koolhaas fut l'un des acteurs pionniers. On l'oublie souvent en retraçant la genèse du postmodernisme. Au même moment, aux deux bouts de la ville, aux deux extrémités de la ville finalement, se trouvaient exposées les deux tendances principales, les deux rameaux principaux de cette remise en question du modernisme. On retrouvait là Charles Moore, parce que Rem Koolhaas a commencé sa carrière comme un dessinateur. Sa première publication en France lui a été offerte par Bernard Huette, alors rédacteur en chef de l'Architecture d'aujourd'hui, en 1976. Rem Koolhaas, à l'époque, était un architecte de papier euh, qui entrait tout à fait dans cette manière de contester l'efficacité et le fonctionnalisme des modernes. Vous voyez qu'il a bien évolué par la suite. Voilà la couverture, l'image de couverture de New York Délire. Et ses premiers projets de papier, finalement, étaient dans la lignée de ces remises en question.
Et très longtemps, Rem Koolhaas a conservé des figures tout à fait identifiables au postmodernisme classique dans ses projets. Il y a eu un vrai tournant qu'on peut situer au mi-temps des années 1990 et avec une accélération de la taille des 10 projets au cours des années 2000 jusqu'à culminer donc dans les années 2010. Mais voilà, aux sources de l'imaginaire de Rem Koolhaas, on retrouve l'architecture radicale, on retrouve cette idée un peu dystopique de critiquer l'environnement dans lequel s'inscrit l'architecture de l'époque, le fonctionnalisme, la séparation, l'efficacité. Notamment son diplôme célèbre, Exodus, les prisonniers volontaires de l'architecture, où Rem Koolhaas jouait sur la saturation et sur l'inversion, sur la contre-utopie, sur la rupture entre une bonne ville et une mauvaise ville, et un rappel du mur de Berlin, et une reprise des projets de Superstudio. Et New York Délire va introduire une sorte de première rupture d'une certaine manière en s'intéressant au gratte-ciel et surtout à la condition métropolitaine dont je parlais au tout début. C'est les années d'un Rem Koolhaas académique et de l'architecture de papier, juste avant que tous ces acteurs ne passent aux très très gros projets. Peter Eisenman à Saint-Jacques de Compostelle, Zaha Hadid dans les Émirats et Rem Koolhaas un peu partout autour du monde. Alors, bigness, fuck context. C'est une question qu'on peut poser de différentes manières à la ville et qui se pose finalement toujours. Si on regarde ces images à Milan, est-ce que la galerie Victor Emmanuel a maille à partir, a maille à voir avec la bigness? Sans doute, mais fuck context, le jugement est probablement beaucoup moins lapidaire dans son rapport au dôme, à la cathédrale. Mais on y retrouve en plein cœur de cette galerie le luxe. Et là, c'est un autre aspect de Rem Koolhaas qu'il faut explorer, c'est son travail avec la mode et son travail avec les marques. Et c'est la manière dont il a pu ou non infléchir le pouvoir de la finance et de la mode et du luxe qui est, vous le savez aujourd'hui, par exemple, notre premier secteur d'activité, à travers son travail d'architecte. Comment il a su jouer ou non de la puissance du transfert par rapport à ses contraintes. Alors, il y a ces projets pour Prada qui ont été très, très vus, très, très lus, très regardés au début des années 2000. Et il y a l'idée chez lui d'un formalisme réaliste, d'une certaine manière. Un formalisme qui prend en compte le réel et qui part du réel dans tout ce qu'il a de médiocre, dans tout ce qu'il a de, je dirais, de plat, pour le magnifier d'une certaine manière. Par exemple, on voit très bien à travers le choix des matériaux, si on regarde ces images, le réglite, la tôle ondulée, le plastique industriel, le faux plancher, des mailles d'acier, du polycarbonate, du papier peint à fleurs, des chromos, des plaques de plâtre laissées brutes. Mais en même temps, tout s'avoisine avec du marbre italien, avec du parquet en bois massif, avec des panneaux d'aluminium subtilement assemblés. Il y a un jeu sur les détails sales pour à la fois rentrer dans la logique du luxe et pour en montrer les coulisses d'une certaine manière. Rem Koolhaas ne cherche pas à cacher les joints, il essaye plutôt de montrer la colle d'une certaine façon. Et il va le décliner ensuite sur le plan urbain, empilement, montage, stratification, articulation, instabilité programmatique. Ça va être autant une définition du magasin de Prada, où on peut à la fois écouter des concerts et exposer des chaussures au même endroit, que une lecture, une définition de la métropole. Ah, c'est ce qui, quand même, reste assez fascinant chez Koolhaas, c'est sa capacité à passer à travers les échelles. Et traiter de la même manière, plus ou moins, un hall d'une fac américaine, d'une faculté d'architecture
au sein d'une université de l'Ivy League et un magasin de mode à New York pour Prada. Alors, on peut s'interroger. Il y a une puissance du transfert chez Coulage, du détournement, qui est très, tout à fait rattachable à, par exemple, ce qu'a pu dire Andy Warhol, hein. Les grands magasins deviendront des musées, les musées deviendront des grands magasins. On est dans cette logique-là. Il ne s'agit pas de construire une autre réalité, mais de magnifier les apparences du réel. Mais on peut se demander pourquoi Rem Koolhaas n'a-t-il jamais construit un supermarché? Jean Nouvel a construit des supermarchés, à Euralille par exemple. Rem Koolhaas faisait le plan d'ensemble, Jean Nouvel le supermarché. Il a construit un bâtiment pour les Galeries Lafayette à Berlin, Jean Nouvel également. Non, en fait, Rem Koolhaas préfère reprendre le papier des catalogues de vente par correspondance de la Redoute et des Trois Suisses que vous avez peu connu pour vous, mais que moi j'ai bien connu, pour son catalogue Content en 2003 pour l'exposition qu'il avait faite à Berlin et qui se dénommait Content. Il reprend le papier des catalogues, mais il ne construit pas le supermarché. Euh, mais on reste toujours dans cette idée veinturienne, hein, de Robert Venturi, de regarder vers le bas pour aller plus haut, et de considérer le luxe et l'architecture comme le fruit de légitimation croisée. Le luxe, en effet, a besoin de l'art. Le luxe a besoin de l'art et de l'architecture pour compenser un volume croissant de produits d'exception. Comment garder l'exception quand on fait de plus en plus de chiffres d'affaires? C'est grosso modo la problématique de toutes les grandes marques de luxe, par exemple LVMH en ce moment particulièrement. Euh, donc il y a cette idée d'ensemblier, de mise en scène, de contradiction qui se pose aujourd'hui autant au monde de l'architecture qu'au monde du luxe, finalement. Koolhaas et Prada, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé entre Olivetti et les designers italiens. Que ce qui s'est passé pour Seagram, pour IBM, toutes ces firmes qui à un moment donné ont eu besoin de ce surplus, de ce surcroît de créativité. Le tout dans une époque où l'art devient un peu un élément lui-même à l'état gazeux, pour reprendre l'analyse d'Yves Michaud, du philosophe Yves Michaud, c'est-à-dire on est dans une sorte d'œuvre enveloppante et ambientale, une ambiance particulière. Comment finalement la mode a colonisé nos imaginaires et notre vie quotidienne, ces modèles, ces images, ces valeurs. Et l'architecte est appelé à les mettre en forme. Ce qu'il a fait très récemment avec la fondation Prada qu'il a lui-même dessinée. Comment il y a cette interaction permanente entre un client et un vêtement. Et comment on fait de ce moment entre un client et un vêtement une expérience singulière. Dans le magasin Prada de New York, par exemple, Rem Koolhaas avait prévu des puces qui guidaient le consommateur dans ses actes d'achat, le fidélisaient et se souvenaient de ses précédentes options lors de ses visites futures, pour faire justement de ce moment un moment particulier, et de chaque client un client particulier. Le problème, c'est que ces puces sont aussi celles que l'on met sur le dos des vendeurs qui travaillent des logisticiens qui travaillent dans les entrepôts d'Amazon, par exemple, aujourd'hui. Donc, comment garder toujours la même problématique, comment garder une avance, comment garder euh, quelque chose de supplémentaire par rapport à des logiques qui sont en train de nous déborder de tous côtés. La domination symbolique elle-même a bougé, finalement. Euh, Elle n'est plus seulement verticale, elle est stratifiée sur un mode complexe. Pierre Bourdieu l'a analysé en 1979 dans La Distinction. Il a dit quelque chose de très juste à l'époque, par exemple en constatant que certains se sont mis à jouer au golf quand d'autres ont commencé à jouer au tennis. Oui, la distinction était verticale, il fallait toujours garder un petit temps d'avance et une pratique originale, distinctive par rapport aux classes sociales immédiatement inférieures. Mais aujourd'hui, la vulgarité, elle est beaucoup plus difficile à trouver, à contourner, à cerner. Le rapport entre vulgarité et raffinement, il s'est largement complexifié. Et Rem Koolhaas a toujours été très fasciné par ça. Il a été fasciné très tôt, par exemple, par Disneyland. Et il a dit dans plusieurs de ses entretiens qu'il cherchait à ignorer le goût, le bon goût, que le bon goût pour lui n'était pas une question valable. Il a même dit, à un moment donné, souhaiter conquérir la vulgarité. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez lui.
Et ce qui a beaucoup énervé ses confrères un peu plus âgés. Ici, Vittorio Gregotti, par exemple, parlant du postmodernisme, mais parlant aussi d'une certaine manière des stratégies successives de Rem Koolhaas. Le postmodernisme est une idéologie déclinante. Bon, c'est ce qu'il disait. Malheureusement, il nous a quittés ces jours-ci, justement, à 92 ans après avoir été victime du Covid-19. Mais il a eu des effets dévastateurs. Il a interprété de façon candide le rapport à l'histoire sans aborder de façon dialectique et conflictuelle, mais seulement en fonction de style. Il a conduit à considérer indépendamment l'enveloppe d'un bâtiment de sa fonction. Puis, le postmodernisme a rencontré le capitalisme global. Et en effet, les projets de Rem Koolhaas pourraient en être une forme d'illustration. Ah, il y a quelque chose du tour de magie, de... dans les projets de Rem Koolhaas. Et puis lui-même, Koolhaas est allé très loin dans cette coopération avec Prada. Il a non seulement dessiné ses bâtiments, mais aussi mis en scène ses défilés de collection, et puis participé par exemple à la scénographie de cette exposition montée par Mucha Prada, qui consistait à reproduire une exposition inaugurale d'Harald Seemann, qui était Quand les attitudes deviennent formes, montée dans l'immédiat après 68 à Berne, qui avait causé énormément de polémiques à l'époque, et qui partait justement de ce principe ambiental, enveloppant, où ce qui était donné à voir n'était plus des formes, mais des attitudes. Et c'est ce que Koolhaas, finalement, va essayer de mettre en scène dans ses architectures. Et en cela, il incarne bien la position des architectes qui sont aux avant-postes de ces mobilisations de la culture au service d'un maître d'ouvrage et d'une stratégie d'image. Et je dirais même que l'architecture est au sommet, est revenue d'une certaine manière au sommet de la hiérarchie des arts. Les arts visuels étaient plutôt au sommet de la hiérarchie pour le modernisme, et pour le postmodernisme, le design et l'architecture ont reconquis l'espace que les arts visuels lui avaient plus ou moins volé sous le modernisme, épuré, aux géométries très, très austères. Bon, est-ce que ça c'est une phrase de sociologue, mais Pierre Bourdieu avait dit, encore lui, que le style d'une époque reflète les goûts de sa classe dominante. Bah, peut-être que nous y sommes d'une certaine manière dans ces goûts de cette classe dominante, puisqu'aujourd'hui la classe dominante, ben, ce sont plutôt des publicitaires, ce sont plutôt des gens du monde de la communication. Et Rem Koolhaas a probablement très bien compris tout ça, puisque c'est un omnivore culturel. Et il incarne très bien son époque. Et puis, c'est un omnivore aussi territorial. Ici, voilà son projet pour la Bibliothèque nationale du Qatar qui conjugue excellemment tous les tics de Koolhaas. Son alliance des matériaux pauvres, des matériaux luxueux, de la grande échelle, de la bigness, des morceaux d'intensité programmatique dans des champs complètement ouverts. C'est une sorte de mise en scène de son architecture. Ici, au sous-sol, on trouve des vestiges du Qatar, qui ne sont pas très nombreux, puisque ce pays a peu d'histoire, c'était un désert, et puis des expositions à vocation historique. Et la bibliothèque est un immense terre-plein, comme une sorte de supermarché de la culture. On trouve également un gigantesque fast-food, se mêlent les odeurs de bouffe au bouquin. Il y a une sorte d'inversion des pôles entre le savant et le populaire. Il y a un jeu assez malin, comme Rem Koolhaas sait le faire, avec ces différents registres. C'est l'auditorium, et ses plans, ses étagements successifs, et les matériaux qui cohabitent, une sorte de collision culturelle aussi. La rampe, qui reste toujours une figure récurrente, et puis le mondialisme,
hein, des endroits où on pourrait chiller, comme disent les plus jeunes. Le tout dans une ambiance très, très surprenante d'un pays, pardon, qui a, lapsus, qui a suivi une croissance exponentielle au cours des 20 années écoulées. Alors, Rem Koolhaas, il y a des origines dans cette stratégie, hein, du savant, du populaire, du sublime, de conjuguer la beauté et la laideur. Par exemple, il y a ce projet ancien pour les Brownstones du nord de l'île de Manhattan où ils faisaient voisiner les briques traditionnelles de l'habitat des faubourgs américains avec des projets de tours, de gratte-ciel. Ce jeu sur les matériaux. Et puis, longtemps, Rem Koolhaas a eu une attirance très forte pour les figures des constructivistes russes, qu'il va, avec d'autres, permettre de redécouvrir à travers ses projets. Et puis un rapport à la ville, toujours un peu contrarié, et un rapport au tourisme assez vite critique. Une ville comme Amsterdam est aujourd'hui littéralement détruite d'être préservée dans son état historique. Toujours ce jeu sur la contradiction, sur le paradoxe. C'est un vaste piège à touristes qui devient insupportable. À cet égard, les villes non populaires et laides, toujours ce rapport à la laideur aussi, ont un futur mieux assuré. Aux Pays-Bas, une ville comme Rotterdam est 10 fois plus intéressante. Sans doute, sans doute. D'ailleurs, il a longtemps fait des projets pour sa ville de Rotterdam. Et puis il y a ce projet de villa, un des seuls projets qu'il ait réalisé en France, la villa d'Alava à Saint-Cloud, dessinée pour un homme de presse, Dominique Boudet, avant celle qu'il dessinera dans le Sud-Ouest pour un autre homme de presse du journal Sud-Ouest, celle-ci donc dès 1991, et qui à la fois met en scène ses dessins des années 1970, son goût pour les constructivistes russes, et puis l'écriture qu'il était en train d'inventer après avoir conçu le Kunsthal à Rotterdam. Et là, c'est l'autre étape, je dirais, pour les régimes autoritaires. L'autre dimension, finalement. Et là, c'est le moment où, d'une certaine manière, Koolhaas se retrouve un peu pris au piège. Ici, c'était l'incendie de l'immeuble qui jouxtait le siège de la CCTV, qui alors était quasiment au bord de la livraison. Il a longtemps été très critique, je l'ai dit, de la bigness et l'autre facette, son corollaire, le junk space. Euh, Bigness et junk space, disait-il, marchent ensemble d'une certaine manière. C'est une sorte de corollaire de la culture de la congestion. Et le junk space, c'est la fatalité de la grande dimension. C'est-à-dire que plus vous faites grand, plus vous faites large, plus vous créez des espaces résiduels. Que faire de ces espaces résiduels? Et ces espaces résiduels n'ont pas de futur, ils ne vieillissent pas ou vieillissent mal. Et puis ils ont un caractère prédateur, ils peuvent envahir et compromettre l'ensemble d'une réalisation énorme par ailleurs. Euh, et ensuite, dans ce texte, dont je vous conseille encore une fois la lecture, il voyait le junk space comme le royaume du faux, de la falsification, des fausses cloisons, des faux plafonds, des faux planchers, de l'inauthentique. Il le décrivait comme une branche de la société du spectacle, retrouvant là ses premières influences situationnistes. N'importe quoi, n'importe où, disait-il. Il y a cette phrase, notamment il a l'art de la formule, il écrit très bien, à chaque ruisseau son calatrava. Le junk space, c'est aussi le royaume des bons sentiments, c'est une sorte de cauchemar climatisé, une sorte d'euphorie en boîte de conserve, des casinos de concentration, écrivait-il, des golfs de concentration, l'espace du duty free, l'espace des aéroports également, une sorte d'espace sans auteur et pourtant très autoritaire sur les trajectoires, sur les flux. Et il cherchait dans ce texte à comprendre ces logiques. Et d'une certaine manière, la Biennale de Venise, dont il sera le commissaire en 2014, va être une sorte d'aboutissement de cette tentative de compréhension de la bigness et du junk space.
où Biennale qui s'annonçait à 70 ans, son concepteur arrivait à 70 ans, comme un retour aux fondamentaux. Qu'avons-nous oublié en chemin? Voilà. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les spécificités nationales se sont-elles trouvées gommées sous un style international qui confond junk space et bigness pour donner des espaces sans qualité? Ne pas déplorer, mais comprendre. Ça a toujours été, au fond, la position de Rem Koolhaas, ce qui le rend aussi intéressant. C'est à qui profite le crime? Et puis, eh bien, revenir aux fondamentaux, aux éléments de base de la culture de l'architecte. C'est une exposition où on retrouvait pléthore de modèles de portes, de fenêtres, même de cuvettes de WC, tout aligné pour montrer que plus la palette au fond de matériaux et de dispositifs s'était élargie, plus le savoir-faire de l'architecte s'était appauvri. Et il revenait, ça c'était la biennale encore précédente, 2 ans oui, auparavant, où il revenait sur le London City Council, où il montrait que des architectes avaient pu faire des bâtiments extraordinaires tout en travaillant sous un mode d'anonymat relatif. Le London City Council étant à un moment donné la plus grande agence d'architecture du monde, puisqu'elle avait près de 1500 architectes qui construisaient les logements sociaux de l'Angleterre travailliste, avant que Margaret Thatcher n'arrive au pouvoir. Et ces architectes-là avaient été les pionniers du brutalisme. Et ils leur redonnaient une sorte de reconnaissance tardive à travers cette exposition. Et la naissance d'un style qui finalement avait des vertus et avait été échafaudé sous une forme collective, et non pas celle d'un auteur. Des fonctionnaires inspirés, disons. Bon, on arrive bientôt au terme de notre parcours autour de l'œuvre de Rem Koolhaas. Rem Koolhaas a influencé beaucoup de générations. Ici, ce sont les tout jeunes architectes de l'AUC, lauréats de l'Europan, qui ont été fortement influencés par la présence de Rem Koolhaas. On peut le voir à travers leurs projets, par exemple. À gauche, l'AUC, à droite, Rem Koolhaas sur la même consultation pour la métropole bordelaise. Ici, pour le Grand Paris, le projet du très très grand Louvre de l'AUC. Et là, le projet de Rem Koolhaas pour les Halles, où il y a ce jeu sur la surface et la sous-face, le souterrain, l'empilement, les flux, qui se retrouvent plus ou moins de la même manière mis en scène. Donc une grande influence en termes de projet, mais aussi en termes intellectuels, puisque nous avions par exemple interrogé il y a une dizaine d'années de cela les lauréats de l'Europan sur 20 années de concours, en leur demandant quel était l'architecte où ils se retrouvaient le plus intimement. Et Jean Nouvel et Rem Koolhaas arrivaient tous deux en tête, évidemment. Et Rem Koolhaas était fréquemment associé à un ouvrage, un livre, tandis que Jean Nouvel, lui, était beaucoup plus souvent associé à un bâtiment, ce qui correspond peu ou prou à leur position doctrinale, puisque Jean Nouvel a toujours dit privilégier le contexte, la situation, tandis que Rem Koolhaas a plus insisté sur l'intellectualisation, les principes et une sorte de doctrine plus abstraite. Pas de grande surprise là-dedans. Donc Rem Koolhaas, d'abord un théoricien qui a longtemps écrit, dessiné des schémas théoriques, tout en construisant très très tard. Très très tard. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment construit qu'à partir de 50 ans. Il y avait ce numéro de OAS sur la première décennie de l'OMA, l'agence de Rem Koolhaas, qui montre bien que jusqu'en 1990, finalement, Rem Koolhaas n'a rien construit. C'est mérite d'être rappelé. En alignant donc les projets théoriques, ici c'est son fameux projet théorique autour du mur de Berlin. Et puis Rem Koolhaas, c'était de cette exposition de la Strada Novissima où chaque architecte devait, sur une dizaine de mètres linéaires, exprimer son identité, sa personnalité artistique.
C'est là où on voit que Rem Koolhaas a d'abord été un postmoderne. Ici, c'était l'espace dévolu à Rem Koolhaas avec juste une enseigne et un rideau, là où d'autres avaient joué des colonnes. Vous vous rappelez de nos premières séances. Euh, Rem Koolhaas a donc d'abord été un postmoderne, et il a d'abord, même dans sa toute jeunesse, été un journaliste dans un journal, un hebdomadaire culturel hollandais qu'on pourrait un peu comparer à l'Express en France pour la même période, c'est-à-dire la deuxième moitié des années 1960. C'est comme si Jean Nouvel n'a pas été d'abord journaliste à l'Express avant d'être architecte. Il a d'abord été architecte. Rem Koolhaas a d'abord été journaliste avant d'être architecte. Ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte si on veut retracer son parcours. Et en même temps, Rem Koolhaas faisait partie de l'exposition de Jean Nouvel, La modernité ou l'esprit du temps, en 1982, qui voulait se dissocier justement de l'orientation historiciste de la Biennale de Venise et de la Strada Novissima de 1980, l'exposition de Jean Nouvel faisant suite, 2 ans plus tard, à Paris. Et elle ne s'appelait pas l'après-modernisme, comme celle de Venise, et présence du passé, elle s'appelait La modernité ou l'esprit du temps, ce qui est tout un programme en soi. Voilà, j'avais un grand-père, cet entretien dans Télérama, architecte avec lequel j'ai beaucoup discuté. Ensuite, je me suis passionné pour le cinéma avant de devenir journaliste. Je suis revenu à l'architecture quand j'ai compris qu'il y avait une grande similarité entre le travail de scénariste et celui d'architecte. L'un et l'autre imaginent des scénarios pour la vie quotidienne, des scénarios de société. Comme pour le cinéma, l'architecture est un assemblage de séquences et d'épisodes. Au fond, quel meilleur résumé que toute la doctrine de Koolhaas qu'on trouve là. Donc Koolhaas est un fils d'écrivain attaché culturel, et un petit-fils d'architecte. Il ne faut jamais oublier ça. Koolhaas, c'est un peu l'hérésiarque. Hein, c'est un peu celui qui connaît très bien la musique et qui connaît à la fois l'omnipotence et l'impuissance de l'architecte. Et puis qui va dire au peuple que le roi est nu, qui va dire aux gens que l'architecte ne peut rien faire. En sortant du palais, en sortant de la maison des architectes. C'est quelqu'un qui fait ses études à l'E School après avoir été journaliste dans une sorte de presse contre-culturelle plutôt alternative. Des images de la Biennale de Venise. Comme une sorte de résumé finalement du parcours de cet hérésiarque. Il a toujours cherché à explorer des territoires souvent négligés par les architectes. Il a joué sur les goûts et les dégoûts d'une communauté, sur ses codes. Il a cherché à exalter le romantisme de certaines situations urbaines, souvent rejetées par ses confrères. Il a essayé d'esthétiser l'utopie tout en neutralisant son caractère politique. On pourrait dire de lui que c'est une sorte de révolutionnaire symbolique. C'est-à-dire il est ni tout à fait dedans, ni tout à fait à part, ni tout à fait in, ni tout à fait out, et pourtant avec un très fort capital symbolique. Prix Pritzker, commissaire de Biennale, reconnu par tous les architectes. À la fois au cœur, mais toujours en ayant essayé de se situer à côté. Une sorte de défroqué, de curé défroqué, d'une certaine manière. Il comprend son champ dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il l'englobe et il en ressent très fortement tous les enjeux. Et en même temps, le temps passant, ce baby boomer est victime lui aussi du passage de l'histoire. Voici une de ses premières œuvres d'envergure, le théâtre de la danse, qui a été détruit récemment. Lui-même a été, au fond, très vite victime de ce mouvement perpétuel qui atteint l'architecture et l'évolution des villes, qu'il avait voulu, rêver, maîtriser à un moment donné. Voilà les images de l'édifice originel, celle de sa destruction, il y a quelques années, et celle du projet qui l'a remplacé. Le quartier de La Haye lui-même ayant beaucoup muté sur la même séquence chronologique. Est-ce que le monument funéraire de cette pensée, je dirais, 68arde pourrait se trouver dans ce siège de la télévision de Pékin,
Toujours est-il que ces derniers temps, il a été, je le disais pour commencer, sérieusement égratigné, beaucoup plus sérieusement qu'à l'accoutumée pour sa dernière exposition sur la campagne. Voilà l'article dont je vous parlais, paru dans Desine. Nous ne connaissons peut-être pas l'origine précise du virus, mais nous savons que la perturbation des habitats le fait sauter des, des animaux aux humains. Et le pire de cette exposition de Countryside est qu'elle cherche à diminuer les villes et la densité comme un outil souhaitable. Est-ce que finalement, Koulas n'a pas fait le pas de côté de trop, d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'a pas été lui-même pris au jeu de son contre-pied? Voilà. Je clôturerai mon propos sur cette question ouverte, dont nous aurons peut-être l'occasion de discuter avec nos claviers respectifs.